Bonjour à tous, Françoise Berthiaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Votre marotte, c'est l'enseignement et lundi, c'est la première phase d'inscription pour les élèves en première secondaire. Ça nous permet de reparler du décret. Vous demandez toujours son abrogation? Tout à fait. Je pense qu'on va recommencer maintenant un chemin difficile pour beaucoup de familles. Je ne peux que souhaiter aux parents que ça se passera bien, mais on sait que pour un certain nombre d'enfants, ça ne va pas se passer facilement. Et donc, je pense qu'il faut mettre fin à ce système. Oui, mais l'argument massu, c'est de dire maintenant la majeure partie des élèves ont leur premier choix. Alors, un certain nombre d'élèves a son premier choix. Donc pas la majeure partie pour vous? Un certain nombre d'élèves ont son premier choix. On verra cette année. Moi, j'attends les premiers chiffres. Ils vont arriver aux alentours des vacances de Pâques. Bon. Mais un certain nombre d'élèves se retrouvera cette année aussi, à la fin de l'année scolaire, sans savoir dans quelle école il ira l'année suivante. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas ceux pour qui ça va bien. Ceux-là, tant mieux, on est content, on se réjouit. Oui. Mais il y a eu beaucoup de création de places dans les écoles secondaires, il faut être de bon compte. Les problèmes ont l'air moins importants que d'année en année, les problèmes ont l'air moins importants. Il n'y a pas eu beaucoup de création de places. Je viens de faire le point avec la ministre la semaine dernière. Il y a eu, ou il y aura, parce qu'elle confondait dans sa réponse ce qui est fait et ce qui est en projet. Mais donc, si on prend ce qui est fait, ce qui est en projet, 1000 nouvelles places devraient venir à Bruxelles. Et on sait que cette année-ci, on aura en deuxième secondaire 1000 élèves en plus. Donc on aura exactement, si ces projets se terminent, le nombre de places en plus correspondant au nombre d'élèves en plus. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un certain nombre de places qui restent chaque année vides. Parce qu'il y a un certain nombre de places d'écoles dans lesquelles les parents n'inscrivent pas leurs enfants. Et là, je pense qu'il faut, je le dis depuis des années, on est en train de torturer. Mais si on abrogeait le décret, est-ce que ça changerait? Est-ce que dans ces écoles-là, on s'inscrirait plus? Non, il faut faire deux choses. Bon, d'une part, avec ce décret, c'est toujours vous torturez la demande sans vous préoccuper de l'offre. Donc ces écoles où personne ne veut aller, il faut faire en sorte de les rendre plus attractives. Ce que le dernier décret fourre-tout de la ministre a prévu de faire, et on a voté cet article en disant ça c'est du bon chemin, mais ça ne se fera pas en 3 jours. Par contre, il y a toujours trop peu de places attractives dans lesquelles les parents vont inscrire leurs enfants. Et donc, on abroge, mais pour faire quoi? On fait confiance aux directions. Ça, c'était une de vos marottes pendant très longtemps. Mais on voit ce que ça a donné. Il y avait toujours ces écoles des ghettos et d'autres écoles très prisées où on s'inscrivait des années à l'avance. Alors, ma marotte, comme vous dites, reste la même. Il faut faire confiance aux directions d'école. Ce sont les directions d'école qui connaissent leur établissement et qui doivent le gérer toute l'année avec leurs élèves, leurs équipes d'enseignants. Ce que nous disons quand on dit qu'on abroge le décret, c'est pas juste on fait confiance aux directions d'école, on rend aussi la liberté de choix aux parents, on fait en sorte qu'un certain nombre de choses puissent être respectées. Les priorités fratrie, bien sûr qu'il faut les remettre. On abroge le décret, mais il faut les remettre. Il faut canaliser les moments d'inscription. Ça risque pas de créer les mêmes problèmes, en fait, des écoles où tout le monde veut aller, ça et puis créera, d'autres ça créera les mêmes problèmes, mais dans la transparence et la liberté de choix des parents. Actuellement, ce qui nous préoccupe, cette espèce de boîte noire qui fait l'indice composite, qui fait que, et dont on sait même qu'il y a des erreurs dans le calcul, ça n'est pas transparent. Et puis, il y a une deuxième étape qui, pour nous, n'est pas transparent. Pour tous les élèves qui n'ont pas d'école, on les envoie dans un service qui s'appelle la Syrie. Et c'est la Syrie qui tranche. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu n'as pas ton école, sans motiver clairement sa décision, sans qu'on sache vraiment pourquoi elle a dit ça ou pas ça, en décidant sur des dossiers médicaux alors qu'il n'y a pas de médecin dedans, que là, la situation médicale de l'enfant est grave, alors on peut, que l'autre, c'est pas assez grave. C'est pas normal. Mais vous croyez vraiment, vous, à la transparence des directions qui, elles, vont ouvrir leurs livres pour dire, ben voilà, on a inscrit en toute transparence et on n'a pas fait de passe-droit. Vous alors, y croyez je vraiment? pense, moi, je fais confiance aux gens. Il y a eu certains cas. Vous savez, c'est l'histoire de dire... J'ai 5 braconniers, j'ai 95% d'honnêtes gens, je fusille les honnêtes gens au lieu de recadrer les braconniers. Quand le décret inscription, le premier, était mis en place, il y avait sans doute 1, 2, 5 écoles où il y avait des passe-droits, où il y avait des refus qui n'étaient pas justifiés. Il eût été beaucoup plus intelligent à ce moment-là de régler le problème de ces écoles-là que d'embêter tout le monde. Alors, il y a une modification des critères. Donc, il y a une promesse de Joël Milquet de revoir le décret inscription, de tenir plus compte des critères pédagogiques. Alors ça, est-ce que ça pourrait avoir vos faveurs? Et donc, l'indice géographique compterait moins dans le calcul de cet indice composite. Joël Milquet est ministre de l'Éducation depuis 1 an et demi. Cette promesse, elle la faisait déjà en campagne électorale avant les élections. Cette promesse, il n'y a toujours pas de décret. Alors, est-ce qu'elle va arriver ou pas? J'en sais rien.
C'est vrai qu'il faut évidemment tenir beaucoup plus compte du pédagogique, mais ce qui est dangereux, c'est que tout ça, je vous le disais, c'est dans une boîte noire. C'est dans un indice qu'on calcule. Moi, je ne sais pas si on injecte la promesse de Mme Milquet dans le système, si ça va produire un résultat plus juste ou qui va créer d'autres injustices. Ce qu'elle affirme, c'est qu'on injustices. tiendra mieux compte du choix des parents en augmentant ces critères Il est pédagogiques. certain qu'on doit tenir mieux compte du choix des parents et que dans le choix d'une école, le pédagogique doit être fondamental. C'est ce que le décret mission, qui n'a pas été abrogé, dit toujours. Quand vous choisissez une école, ce qui doit être fondamental, c'est le projet pédagogique. Est-ce que ça convient à mon enfant? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vais le respecter? Et pour le moment, avec le système actuel, c'est impossible. Vous cherchez à aller dans l'école, vous avez le plus de Et donc chances ça, de vous pouvoir seriez aller. prêt à voter, quoi, alors? Oh, on va voir. Hein. Je suis Et donc prudente. pour septembre 2017, vous y croyez? Pour la Moi, prochaine vague je ne suis d'inscription? pas dans les secrets du gouvernement de la Fédération. Est-ce que le partenaire PS va suivre ou pas Joël Milquet? Il faudrait que vous invitiez l'un d'entre eux un de ces jours pour qu'il vous le dise. Oui, ce sera fait, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, par rapport à cette mixité, tous les gouvernements, hein, même quand le MR était dans le gouvernement de la communauté française, il y avait cette volonté de faire plus de mixité. On n'y est pas arrivé. Pourquoi? Trop de conservatisme dans les écoles? Non, mais je pense que la mixité est indispensable parce que des écoles ghettos, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches pour caricaturer, c'est de toute façon pas bon. Il faut que la société se retrouve dans les... Alors, on n'y arrive pas pour toutes sortes de raisons. Rien que le décret, déjà maintenant, à partir du moment où le décret travaille sur des zones géographiques, et que plus vous êtes prêt, pour résumer et simplifier, plus votre école primaire est proche, plus vous habitez proche, plus vous avez des chances d'aller, ce décret a par nature un effet ghetto. D'ailleurs, ceux qui se sont moqués des décrets ont dit qu'il y a eu le décret fil, puis le décret loto, et maintenant on a le décret loto. On a le décret ghetto, puisque fatalement, comme il faut chaque fois être au plus proche, les gens restent enfermés dans les quartiers. Est-ce qu'il y a un système D? Est-ce qu'on peut la forcer un peu plus, cette mixité? Ça paraît excessivement compliqué. Nous avons des idées. Nous pensons qu'il n'y a plus l'adossement, mais qu'il faudrait faire des partenariats pédagogiques entre écoles primaires et écoles secondaires de façon beaucoup plus simple que ça n'existe aujourd'hui dans le décret, c'est impraticable. Et qu'on pourrait décrétalement obliger à ce que les écoles fassent des partenariats pédagogiques avec une école du même type qu'eux et une école dite ISEF, donc à indice social plus défavorable. Ça, on peut faire pour créer une mixité. Mais il y a un deuxième problème. Ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le décret inscription. C'est que notre enseignement secondaire est très relégant au milieu du secondaire, au deuxième degré. Vous avez souvent une grande mixité à l'entrée et puis au milieu des humanités, il y a une troisième, sélection quatrième, à ce moment-là. voilà, on ça. exclut. Ouais. Le système exclut. Et la mixité qui existait au départ, souvent, n'existe plus à partir de ce moment-là. Et donc, il faut changer ça. Et ça, c'est un autre problème. Ouais. Alors, on va passer à un autre dossier qui a pas mal agité la semaine. C'est la question des musées fédéraux qui prennent l'eau, les musées des Beaux-Arts, musée du Cinquantenaire, pas tellement loin de chez vous. Alors, on parle de désinvestissement dans les infrastructures culturelles. L'opposition a beau jeu, stratégie de la NVA pour asphyxier Bruxelles. Vous n'êtes pas un peu mal pris au MR Non, dans ce écoutez, dossier? ça, quand j'entends ça, c'est de la légende. On travaille sur des bâtiments anciens qui sont une certaine conception, qui demandent de lourds investissements. Ces lourds investissements n'ont pas été faits, pour toutes sortes de raisons, y compris coupes budgétaires. On travaille dans des structures de bâtiments qui sont idéales sur le plan de la luminosité muséale, des grandes verrières et des choses comme ça, mais on sait tous qu'au niveau de la perméabilité, c'est évidemment ce qui nous revient, c'est qu'il y a peu d'investissements de prévus et que donc là, certains y voient une stratégie pour ne pas investir dans les institutions culturelles à Bruxelles, ce que Didier Reynders avait promis qu'on allait investir. Je ne pense pas qu'on puisse parler de stratégie. Je pense que nous sommes à un point actuellement en Belgique où on fait le constat qu'on n'a pas assez investi lourd, la vraie rénovation, de vrai entretien, et que tout nous tombe dessus à la fois. Parce que vous avez les musées fédéraux, vous avez le Conservatoire de Bruxelles qui crie misère et famine et qui tombe en morceaux depuis des années maintenant. Et il y a le RER aussi vous avez également. Notre tunnel, vous avez notre tunnel, Est-ce que le MR, dans cette histoire-là, pour rester dans le fédéral, n'est pas un peu mal pris? Mal pris, non. On est maintenant en responsabilité de devoir apporter les réponses appropriées. On sait que dans le fonds RER, ça fait des années qu'il n'y a pas assez d'argent, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut simplement continuer à se laver les mains en disant on a maintenant la responsabilité en main de dire nous allons voir comment financer parce que nous avons la responsabilité de le faire. Et vous soutenez Jacqueline Galland jusqu'ici? Tout à fait.
Donc elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas fait de bourde, elle ne met pas en danger l'EMR dans ses multiples errements. Mais les errements, parfois Jacqueline est impulsive, c'est quelqu'un que je connais bien, elle est très impulsive, elle est encore plus impulsive que moi, vous pouvez imaginer, et parfois elle dit un peu vite ou elle communique un peu largement. Mais c'est une gestionnaire, elle l'a démontré dans sa commune, elle a des dossiers difficiles. Et c'est une femme extrêmement volontaire. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un du genre à lâcher un problème quand il faut le régler. Alors, le dernier dossier qu'on va évoquer, il vous concerne particulièrement. C'est votre maison, le 28 avenue Tervuren. Alors, un promoteur entend la raser pour construire à la place un immeuble à appartements. Donc, vous voulez la vendre. Alors, ça crée toute une polémique. Pour vous, il y a une instrumentalisation politique de ce dossier? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui a pris une tournure politique, qui m'a visée personnellement. Il y a des calomnies qui ont circulé, il y a des mensonges qui circulent toujours. J'ai une famille, c'est la maison de mon mari et moi dans laquelle mes enfants ont grandi. Il y a un côté difficile à vivre. Ouais, donc on n'est pas loin de l'instrumentalisation politique. Je ne sais pas à moi accuser, on verra bien à la suite de l'affaire, on verra bien à la suite du dossier. Je pense que dans les insinuations calomnieuses qu'il y a eu, certaines viennent du politique, mais pas toutes. Mais ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt patrimonial de la maison. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Rudy Vervoort qu'elle mériterait sans doute d'être classée. Il est maître de ses propos et je crois que ce sont les monuments et sites qui sont par contre les experts pour dire si oui ou non cette maison a conservé suffisamment d'éléments de son origine, de son architecture pour être classée. Ça, moi, il ne m'appartient pas de le dire. Je connais toutes les transformations qui ont été faites dedans depuis sa construction. Donc, elle n'a plus grand-chose de son origine. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais me prononcer là-dessus. Donc, on attend une nouvelle commission de concertation, mais quand on voit l'avis les propos de Rudy Vervoort, on imagine qu'on pourrait aller vers le classement. Vous le prendriez comment? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si on décide de faire une procédure de classement, elle se fera, on peut s'y opposer, pas s'y opposer. Moi, je dois discuter de ça avec mon mari. Je vous dis, c'est une maison familiale, c'est pas ma maison politique, c'est ma maison où j'habite avec mon mari, où mes enfants ont grandi. Si certains éléments sont tellement remarquables que ça doit être classé, ça doit être classé. Je rappelle aussi que si la région nous la classe une partie, la région devra aussi financer l'entretien, la rénovation et le maintien de ces parties. Mais vous, puisque le projet, la vente est suspendue finalement à la réalisation du projet, pour vous, vous avez de toute façon décidé de quitter la maison quoi qu'il arrive. Cette vente-là, alors, ne se fera pas et on cherchera un autre acheteur. Vous savez, une maison, on a élevé toute une famille, plein de monde, plein de bruit, plein d'enfants, où tout d'un coup, on se retrouve à deux, c'est trop grand. Et on va pas rajeunir, hein, on doit aussi aller vers quelque chose de plus petit, quelque chose de moins énergivore. C'est très difficile à chauffer une grande maison comme ça. Et c'est pas raisonnable qu'à un moment donné, nous restions, mon mari et moi, dans une maison trop grande pour nous. Donc à un moment donné, il faudra qu'on trouve une solution. Si celle-ci ne marche pas, on en trouvera une autre. Ben merci en tout cas, Françoise Berthiaud, d'être venue sur le plateau ce midi. On suivra évidemment cette affaire. Alors le prochain rendez-vous politique, c'est dans Les Experts demain avec Philippe Moureau et Isabelle Durand. À bientôt.